Bonjour, on est le 30 mai, samedi 30 mai 2020, avec une belle journée en perspective. Je vois que la chaleur est présente et que peut-être elle nous accompagnera tout le restant de la journée. Mais sachez que les gens aiment bien le soleil. C'est vrai qu'il faut prendre des cures, des cures de vitamine D en prenant un petit peu de soleil. Mais que logiquement on a besoin aussi d'eau et que parfois on attend des pluies pour arroser son jardin ou pour tout simplement les fermiers attendent une bonne petite pluie pour leur champ agricole. Et c'est bénéfique pour l'agriculture euh, et aussi pour le bétail, pour alimenter le bétail en eau. Donc les eaux sont aussi bénéfiques. Donc le soleil c'est bien, mais à un moment donné, on s'attend à ce que des pluies retombent pour arroser et que la nature puisse en profiter, puisqu'en fait la nature a besoin de soleil, oui, la végétation a besoin énormément de soleil, mais elle a besoin aussi d'eau. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Sinon il y a ce qu'on appelle une sécheresse, et ce qui se passe c'est que les sols qui s'assèchent et ça devient difficile pour faire de l'agriculture avec des champs asséchés et de la végétation qui sèche et qui ne sont pas breuvés. Voilà, c'est comme une personne qui ne boit pas, c'est un peu la même chose, va se sécher. Mais ici c'est un peu la même chose. La végétation, les animaux, les êtres humains ont besoin d'eau. Donc parfois on aime bien le soleil, mais il faut qu'à un petit moment, parfois il y a des petites retombées de pluie, ça fait pas de tort. Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc l'application linéaire. L'application linéaire. Et qu'est-ce qui se cache derrière une application linéaire? Il y a une notion fondamentale qui se cache en application linéaire. Eh bien, le but de cette vidéo, c'est de se voir qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette application linéaire. Et une notion fondamentale, fortement utilisée en algèbre dite linéaire. Pourquoi appelle-t-on ça algèbre linéaire? Voilà. Eh bien, justement, le but ici de cette vidéo va montrer pourquoi on appelle ça algèbre linéaire et pourquoi, quand on fait des opérations sur les matrices, ben, généralement on appelle ça opération linéaire. Pourquoi appelle-t-on ça opération linéaire? Eh bien, pour ça, il faut se situer, enfin, il faut avoir la présence, on part du néant. À partir du néant, on va faire appel à un espace vectoriel ET+, et un second espace vectoriel f de t+. C'est-à-dire, voilà, c'est un espace vectoriel, bien sûr sur un champ, parce qu'un espace vectoriel est relié sur un champ k plus fois. Alors, qu'est-ce qui est relié au champ k plus fois? Mais c'est l'espace vectoriel ici. Mais c'est aussi celui-là. Ils sont tous les deux reliés au champ k plus fois. C'est-à-dire, j'ai combien d'ensembles ici? J'ai 3 ensembles avec une structure ici d'addition pour la loi E. Ah ouais, ici je l'ai ET, ET1 et ET2. Ah. Qu'est-ce que c'est que T1, T1, T2? Mais c'est la loi d'addition, c'est le plus de la loi E, ici, enfin de l'ensemble E, et ça c'est le plus de l'ensemble F, c'est tout ça. C'est pour éviter de faire une confusion. Je vais bien mettre plus, hein, mais il ne faut pas faire une confusion avec ce plus-là. Si je mets un plus là, il ne faut pas faire une confusion avec ce plus-là. Et si je devais mettre un plus ici, mais il ne faut pas faire une confusion avec celui-là, parce que c'est la loi plus. On a l'ensemble F doté d'une loi plus. C'est le plus de l'ensemble F. Voilà, c'est la loi plus de l'ensemble F.
Celui-ci, c'est la loi plus de l'ensemble E, qui n'a rien à voir avec ce plus-là, parce que ça, c'est le plus de l'ensemble K. Et ici, il y a combien de lois? Il y a la loi plus, mais il y a aussi la loi fois, dont j'extrais le 0. 0 n'est pas inversible, hein. Il n'a pas de symétrique. Alors, qu'est-ce que c'est que E+? Mais c'est un groupe abélien. J'ai combien de groupes abéliens ici? J'ai un groupe abélien. Un groupe abélien, c'est un groupe commutatif, hein. On a un groupe abélien ici, un groupe abélien ici, un groupe abélien ici, et un groupe abélien. Bon, ça veut dire que la loi plus structure l'ensemble 1 en un groupe abélien, un groupe commutatif. La loi plus de F, c'est la loi plus de F, structure l'ensemble F en un groupe commutatif. L'ensemble, la loi plus structure la loi plus structure l'ensemble K en un groupe commutatif. Et l'ensemble, et la loi fois structure l'ensemble K en un groupe commutatif. Donc on a combien de groupes commutatifs? 4. Voilà, on a 4. Voilà. Alors maintenant, je relis. Bon, ici tout d'abord, vous savez très bien qu'il y a la distributivité entre plus et fois. Distributivité, donc ça répond à des critères de liaison. Il y a une liaison. Le mot est dit. Liaison entre la loi plus et la loi fois. Il y a une liaison. Par la distributivité, vous aurez compris. Hein. Et on peut faire deux types de distributivité. Hein, voilà. Il y a une liaison, c'est ce que je veux dire. Il y a une liaison entre la loi plus et la loi fois. Le plus de l'ensemble K et le fois de l'ensemble K, bien sûr. Il y a une liaison. Et donc, quand il y a une liaison comme ceci, bon, ça répond à des critères, on a ce qu'on appelle un champ. Il y a un champ qui est un corps commutatif, si vous voulez. C'est un champ. On a un champ. On a affaire à un champ. Donc ici, vous voyez que pour créer ce champ-là, j'ai créé un lien entre K plus et K fois. Pour créer un champ. Le mot est dit, liaison. Maintenant, un espace vectoriel, ben, c'est un lien entre l'ensemble E et l'ensemble K. Entre la loi plus et la loi fois. Entre la loi plus et la loi fois. Donc on a un second lien ici, j'ai une liaison. Bon, la liaison entre les lois plus et fois, vous comprendrez que c'est la distributivité. Mais ici, c'est une distributivité dans l'ensemble même. Voilà, on parle de champ quand, voilà, quand on a une notion de distributivité, quand on a un anneau. Voilà, on a un anneau. Avant d'être un champ, il faut être un anneau. Et puis on passe au niveau du corps. Et puis après corps, on a un champ. Le champ, c'est la totale. Le champ, c'est la totale. C'est comme un groupe commutatif, c'est la totale. Il possède tout. Hein, il possède, quand je dis possède tout, l'associativité, la commutativité, le symétrique, le neutre, etc. Voilà. C'est la totale. Il possède tout. Et pareil pour la liaison, quand on a une liaison complète entre K plus et K fois, on a un champ. On passe l'anneau, et puis l'anneau, on a des propriétés en plus, des critères en plus. On a un corps, et si on a un corps commutatif, on a un champ. Voilà, donc ici, quand on a ici, on a un champ. On n'a qu'un seul champ, qui est K plus fois, c'est un champ. Alors le champ, ça peut être, on sait bien que R est un champ. Hein. Un exemple assez courant, c'est R est un champ, mais l'ensemble des complexes est un champ. Pourquoi? Parce que les complexes, c'est A plus BJ. Mais en fait, il y a deux réels dedans. Hein. C'est un couple réel quelque part. Hein. A plus BJ est constitué de A et de B. A plus... Oui, j'ai un problème.
Je teste mes marqueurs, hein, je m'excuse. Voilà. Voilà. Alors, A plus BJ. Bon, là, on sait bien qu'on a un réel pur. Et là, on a un imaginaire. Un imaginaire pur. Et un imaginaire pur et un nombre réel fait un nombre complexe, que j'appelle Z. Z. Je peux pas mettre une barre parce que sinon ça fait conjuguer. La barre, ça c'est le conjugué. Si je mets une barre comme ceci, Z bar c'est le conjugué, A moins BJ. Donc c'est pour ça que je ne dois pas mettre de barre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le nombre complexe est constitué de deux réels, A et B. Voilà, ils appartiennent à des réels. Mais comme R est un champ, et comme le nombre réel, je joue avec deux valeurs réelles, A et B, fatalement, on peut comprendre que A et B, le nombre complexe seront aussi un champ. Donc les réels, c'est un champ, et les complexes, c'est un champ. Donc ici, je peux prendre soit un champ qui est les réels ou les complexes. Par contre, ici, j'ai deux espaces vectoriels. Hein. On a deux espaces vectoriels. Alors, vous voyez qu'il y a des liaisons ici entre la loi distributive, ici, il y a les quatre critères pour faire pour qu'on ait un espace vectoriel de E avec K. Et il y a quatre critères qui vont dire que on a un espace vectoriel de F sur le champ K. Donc on aura dire qu'il y a quatre critères qui relient E et K, quatre critères qui relient F et K pour avoir un espace vectoriel, c'est dire qu'on a une liaison ici et on a une liaison ici. Voilà. Donc en fait on a toutes des liaisons. Des liaisons comment? Via des critères bien sûr, des critères algébriques. Hein. C'est les critères algébriques qui s'énoncent et qui disent que on a des liaisons. Hein, par exemple pour le groupe commutatif, on a les critères, c'est bon, on a le neutre, le symétrique, l'associativité, la commutativité. Et puis quand on joue avec deux lois, on peut avoir la distributivité, deux lois sur le même ensemble. Puis on peut avoir deux ensembles, on peut avoir quatre critères qui vont énoncer qu'on a un espace vectoriel. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on a une liaison. On a une liaison entre K et K avec deux lois séparées, mais après on rassemble les deux lois pour les réunir, pour faire une liaison. Donc vous voyez qu'ici, quelque part, on est entouré de liaisons. On a des liaisons. Alors, ça, il y a un nom à ça. Mais avant d'attribuer un nom, on va attribuer le nom d'objet mathématique. On définit l'objet mathématique, et puis par rapport à cet objet mathématique, ça permet de faire des liaisons. On crée des objets mathématiques, comme en informatique, on crée des objets informatiques, hein, il existe des objets. Qu'est-ce que c'est que la notion d'objet? C'est une définition appropriée. En informatique, on a la notion d'objet qui est définie. En mathématiques, on a la notion d'objet qui est définie. Les objets mathématiques. Et ces objets mathématiques peuvent avoir des liens. Vous voyez ici qu'il y a des liaisons. Eh bien, ça s'appelle le morphisme. Voilà, qui permet de lier des objets mathématiques. Le morphisme. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le morphisme. Il permet de lier des objets, mais aussi de les comparer. Comparer des objets ou les lier, c'est ce qu'on appelle le morphisme. Le morphisme. Alors, sachant ceci, on a bien un morphisme ici. Donc on a combien d'ensembles? Je vous ai dit, il y en a trois. Il y a E,
qui est un espace vectoriel avec sa loi plus, c'est la loi plus, c'est ça. C'est la loi plus. C'est pour pas que vous, je veux dire, vous mélangez avec la loi plus d'un autre ensemble. C'est la loi plus de E. On a un deuxième ensemble qui est un espace vectoriel, F, avec sa loi plus. C'est la loi plus. C'est la loi plus de celui-là, de F. Ça, c'est la loi plus de E. Pas confondre les lois plus. La loi plus, c'est interne à cette loi interne à l'ensemble. Hein. Alors, tous ces deux ensembles-là sont des espaces vectoriels. Dans quoi? Ben, sur le champ K, sur le même champ, K plus fois. Ces deux espaces vectoriels, ça, ils répondent aux critères. Bon, les quatre critères, c'est par rapport à E et K, c'est la liaison entre E et K. Et les quatre critères relient F et K. C'est les quatre critères d'espace vectoriel. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les quatre critères. Voilà, j'explique tout ça en détail. Il n'y a que quatre critères voilà, pour voir si on a bien un espace vectoriel. Dès le moment où les quatre critères sont réunis, les quatre, j'ai bien dit les quatre, et bien à ce moment-là, on a un espace vectoriel où à ce moment-là, dès le moment où on a les quatre critères, et pas avant, on a les éléments de E sont des vecteurs et les éléments de K sont des scalaires. Et ici maintenant je prends un deuxième ensemble que je définis que les quatre critères, il y a bien une liaison entre les quatre critères. Enfin, les quatre critères sont réunis aussi bien pour E que pour F sur le champ K. À ce moment-là, on a deux espaces vectoriels où les éléments de E et de F s'appellent des vecteurs et les éléments de K des scalaires. Bon, ça c'est déjà l'existant. On est parti du néant. On est parti du néant, rien du tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que rien du tout? Je ne vais pas faire un débat sur le rien du tout, parce que qu'est-ce que c'est que le rien du tout? C'est difficile à expliquer. C'est un débat philosophique, mais enfin bref. On va se mettre une base, bon, qu'on n'a rien au départ. On n'a rien au départ, et on crée les ensembles avec leurs lois. Donc, combien d'ensembles qu'on a? Ben, on en a trois. On a trois lois. Voilà. Et pour définir une application linéaire, ben, il faut déjà, à la base, ces trois objets mathématiques. Il faut ces objets mathématiques. Voilà, il faut déjà ce morphisme. Il faut déjà ce morphisme. Ces liens. Il faut ces liens entre tous ces ensembles-là. Donc il y a derrière tout ça un morphisme. Donc on a un morphisme, donc des liens entre des ensembles qui permettent, voilà, ce sont des objets qui permettent d'être liés, d'être comparés. Voilà. En fait, on a quelque chose. On n'a plus le néant. On peut maintenant créer cette application linéaire. Alors, on aura une application linéaire. Tout d'abord, comment définit-on l'application linéaire? Ou à travers de quel symbolisme? L'application linéaire, c'est T. T veut dire application linéaire. C'est l'application linéaire. Alors, ne pas confondre ce T-là avec ce T-là. Ça, c'est la loi plus. Hein. J'ai distinct. C'est la loi. Ça, c'est la loi T. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le T-là et T-là n'ont rien à voir. Hein. Le T-là et T-là. Ça, c'est la loi plus de E. C'est la loi plus de E que j'ai appelé T. C'est la loi. Bon, voilà. C'est une loi T. Et si j'appelle ça, bon, c'est vrai que je vais appeler ça T application linéaire parce que T, généralement, quand on appelle l'application linéaire, l'application c'est T. Le symbole d'application, c'est ça.
Bon, est-ce qu'elle est linéaire ici? Pas encore. Ici, on n'a qu'une application. Pour l'instant, j'ai qu'une application. Mais j'ai pas défini si elle était linéaire ou pas. Et c'est maintenant que je vais vous montrer. Voilà. Pour l'instant, T, c'est le symbole. Le T ici, c'est le symbole, pour l'instant, d'une application. Bon, est-ce qu'elle est linéaire? Ben, pas encore, j'ai pas défini les critères. Il faut des critères pour que ce soit une application linéaire. Pour l'instant, je sais bien que j'ai des liens, j'ai un morphisme qui dit qu'on a des applications, voilà, et donc entre ensemble, on a des liens entre ensemble, voilà, et que T est le symbole de l'application. Donc je vais alors, cette application, elle est de quoi vers quoi? Le lien. Cette application, c'est le lien entre quoi? C'est une application de E vers F. C'est une application de E vers F. Cette application, on va l'appeler T. C'est une application de E vers F. Donc il y a un lien entre E et F. Et bien sûr, qui dit application, dans une application, quand vous faites 4 plus 3, attention qu'il y a des applications qui sont injectives, bijectives, surjectives, etc. Hein. Bon, il y a la qualité de l'application aussi. Hein. Bon, ici c'est une application tout court. Donc il y a un lien entre l'ensemble E et F, et il y a une application entre E et F. E est un espace vectoriel sur le champ K, et F est un espace vectoriel sur le champ K. Bon, mais je n'ai pas accordé si elle était linéaire ou pas. Pour l'instant, c'est juste défini qu'il y a une application entre E et F. Et que le symbole de cette application, c'est T. C'est T. Voilà. Alors, que contient E? Mais des vecteurs. Que je vais appeler les UI. Voilà, les vecteurs UI. Donc, une famille de vecteurs, par exemple, je les appelle UI. Une famille de vecteurs ici, je les appelle les VI. Et les scalaires, je vais les appeler, bien sûr, c'est la même chose, hein, c'est le même ensemble K. E, oui, c'est K, c'est lambda appartenant à K. Et ici, bien sûr, c'est lambda appartenant à K. Je dirais même, ce sont des lambda I. Hein, des lambda I. Ce sont les mêmes lambda I parce que c'est le même ensemble. C'est le même ensemble. E est un espace vectoriel sur le champ K. Donc, les vecteurs, ce sont les UI, et les scalaires sont appelés lambda I, appartenant à K. Bon, et puis il y a un lien entre F, puisque c'est une application, il y a une relation d'ensemble à ensemble, mais cet ensemble-là est réuni déjà, est lié déjà au scalaire. Comme lui, il est relié au scalaire. Mais c'est le même ensemble de scalaires. Donc j'appelle ça les lambda I. Voilà. Donc ça, c'est juste la création d'un lien au travers d'une application. Et deux ensembles, un espace vectoriel sur un autre ensemble d'espace vectoriel. Alors, quels sont les critères pour définir qu'on a une application dite linéaire? Alors, pourquoi dit-on algèbre linéaire, mathématiques linéaires? Ben, vous allez voir. C'est lié avec ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Les combinaisons linéaires qu'on appelle les combini, mais on retrouve quoi dans les combini en général? Bon, si je l'écris sous forme de écriture sommatoire, bon, c'est un but d'écrire ça parce qu'en fait, ça c'est une somme. En vérité, c'est une somme avec des t plus comme ceci. Hein. Parce que on additionne des vecteurs, donc
c'est, voilà, soit c'est des vecteurs de U ou des vecteurs de V. Par exemple, si j'écris avec des vecteurs la loi E, si je prends E, T plus, la loi plus de E, T plus de E, voilà, une combinaison linéaire s'écrira U égale X, X, T plus 1, Y, plus T, 3 petits points, ça peut continuer, c'est une somme, hein. Voilà, plus, bien sûr, avec des coefficients de K, il y a une liaison, hein. Parce que là, l'opérateur, c'est l'ensemble, j'aurai alpha, bêta, gamma, et Z. Alors, qu'est-ce que c'est qu'alpha, bêta, gamma? Vous comprendrez que ça, ce sont les... trois petits points. Gamma appartient à K. X, Y, Z. Voilà les éléments là. Trois petits points. Appartiennent à E. Donc, je prends des scalaires. Alpha, bêta, gamma. Je multiplie avec un vecteur de E. Un scalaire fois un vecteur, ça donne un vecteur. Donc alpha x appartient à E. Bien que alpha appartienne à K et x bar appartient à E, x bar c'est un vecteur et alpha est un scalaire. Si je multiplie alpha par x bar, ben, le résultat est dans E. On se retrouve dans E. Alors qu'est-ce que c'est qu'x, y, z? C'est une partie de E. Qu'est-ce que c'est qu'alpha, bêta, gamma? C'est une partie de K. Donc on joue avec des parties. Donc ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Mais une combinaison linéaire avec la loi plus de E. Maintenant prenons F. Ouais, il faudrait que je change de marqueur parce que c'est vrai que ça me pose un problème. Prenons maintenant la loi plus de F que j'appelle T plus 2 pour le distinguer par rapport à la loi plus ici. Alors comment j'écrirai un vecteur? On aura V est égal à U, X, Y, Z. Je vais l'appeler A. T plus T2, B, T plus, trois petits points, T plus, C. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai alpha, bêta, gamma. Alors on sait bien qu'ici on a un champ, K plus fois. Parce qu'on a un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Et on a un espace vectoriel sur le champ K plus fois. On a deux espaces vectoriels sur le même champ de scalaire. Donc c'est pour ça que je mets alpha, bêta, gamma. Et donc qu'est-ce que c'est que alpha? U appartient à quoi? U il appartient à E. Donc le résultat de ceci, il appartient à E. Le résultat de la combinaison linéaire ici est un vecteur U appartenant à E. Qu'est-ce que ceci? Ben, A, il appartient à B, trois petits points,
C appartient à F. Donc, A, B, C appartient à F. Qu'est-ce que c'est que alpha, bêta, 3 petits points, gamma? Il appartient à F. À K, je m'excuse, à K. Il appartient à K. Alors, si je fais alpha fois A, c'est un vecteur de... Attention qu'ici, j'ai oublié quelque chose ici. Donc, c'est bien alpha fois X appartient à E. Alpha appartenant à K, X appartenant à E, alpha fois X appartient à E. J'additionne avec la loi plus de E. J'ai bêta fois bêta qui est de K, dont je fais agir bêta, qui est l'opérateur bêta sur Y, hein, sur Y appartenant à E, ben, bêta fois Y appartient à E, que j'additionne avec la loi plus de E, et ainsi de suite. Et ici, bien sûr, j'ai oublié mon 1. Voilà. Puis j'ai gamma Z appartenant à E. Voilà. Maintenant, j'ai V ici. Je prends un deuxième vecteur, mais qui n'appartient plus à E, puisque alpha appartient à K et A appartient à F. Donc ceci appartient à F, alpha A appartient à F. Je fais agir la loi T2 de plus, la loi de F, parce que c'est un élément de F, bêta fois B. Puis je fais agir la loi plus de F, voilà, et ainsi de suite. Et là, j'ai oublié mon petit 2, et vous voyez que T2, c'est la loi plus de F. Gamma C, et ça, en résultat, si je fais ça, j'ai une combinaison linéaire, j'ai la loi plus de, enfin, le V appartient à F. Oui, mais ici, vous aurez compris que je parle en non indicé. Hein. J'ai pas d'indice. J'ai pas d'indice. J'ai pas d'indice. Alors, pour indicer, ben, on va parler de UI avec I appartenant à une indexation, c'est-à-dire une indexation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, à ce moment-là, j'écrirai plus comme ceci, mais je vais écrire alpha 1, x1, là j'ai une indexation, et là je parle de famille. Donc x1, x2, voilà, x bar 2, et là je peux dire x bar n, puisque c'est indexé, je sais jusqu'au où je vais. Par contre, tout à l'heure, alpha, bêta, gamma, ça fait un peu étrange, hein, parce que j'ai 3 petits points entre alpha, entre x, y et z, ça fait étrange d'arriver à z, alors que bon, on sait, voilà, on en a n, mais voilà, sans indice, c'est difficile de dire qu'on en a, voilà. Quand on n'a pas d'indice, qu'on prend des parties, si on ne prend pas d'indice, on prend une partie, à ce moment-là, on dit que tous les vecteurs sont non tous nuls. Ou non tous nuls, ou ils sont tous nuls sauf un nombre fini. Voilà, sauf un nombre fini. Bon, ici, en indexé, c'est facile, hein, x1, x2, jusqu'à xn, on sait bien qu'on en a n. Voilà, l'écriture est plus, je dirais, plus agréable à utiliser. Ça, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Alors là, maintenant, je peux utiliser non pas A, B et C, mais en indicé, je vais utiliser x1 et y1, y2, et là, bien sûr, vous aurez compris que c'est yn. Voilà, et bon, les lambda, je peux utiliser alpha ou lambda, peu importe, mais indicé, c'est aussi une partie de K. Une famille de K, je m'excuse, une famille, parce que c'est indicé. Alors, j'aurai lambda 1, lambda 2, voilà, lambda n. Bon, ici, je peux l'appeler alpha 1, voilà, alpha 1, alpha 2, alpha n. Bon. Ça, c'est une combinaison linéaire. Et combinaison linéaire de quoi? Des éléments de E. Et là, j'ai une combinaison linéaire des éléments de F. Et une combinaison linéaire des éléments de E va me donner un élément de E. Et une combinaison linéaire des éléments de F va me donner un élément de F. C'est ce qui est tout à fait normal. Alors, cette combinaison linéaire, ben, elle est combinée. Elle est combinée avec quoi? Avec des scalaires. Des scalaires multipliés
par un élément de E ici, un scalaire multiplié par un élément de E, un scalaire multiplié par un élément de E, un scalaire multiplié... Mais, additionné avec la loi de E, avec l'addition de E. T1 plus, T1 plus, T1 plus, etc. Voilà. Ici, c'est de même, hein, on prend un scalaire de K, on multiplie avec un vecteur, et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un vecteur. Mais on fait agir l'opérateur, on fait agir la loi T+, parce qu'on est dans F. T plus 2. Voilà, et ainsi de suite, pour avoir un élément qui appartient, V appartient à F. Donc, l'élément U, qui est une combinaison linéaire des éléments de E, hein, on additionne tous des produits, on additionne tous des... C'est une somme de produits, hein. Voilà, c'est une somme de produits. On a une somme de produits. Donc, on a ce qu'on appelle une somme de produits. Bon, s'il n'y a pas d'ambiguïté, hein, si vous ne mélangez pas les lois plus, eh bien, on peut écrire ceci. C'est la somme, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je n'aime pas cette écriture-là, parce que ce sont des lois plus bien définies. Hein. Il y a combien de lois plus ici? Il y en a 3. Et ça, mais c'est la loi. Ça constitue quelle somme? Mais ça dépend. Si vous êtes dans E, mais vous allez utiliser T1 plus. Si vous êtes dans F, vous allez utiliser T2 plus. On a deux choix possibles. Comme on a deux ensemble, c'est soit T1 plus ou T2 plus. Voilà. Mais c'est pas ce plus là. Attention. On n'additionne pas deux scalaires entre eux, alpha plus bêta. Hein. On ne fait pas ça. On fait pas ça ici. Hein. Quand vous faites une combinaison linéaire, c'est la somme des alpha i WI. WI sont des vecteurs appartenant à E ou F. E ou F. Parce qu'ici, on a deux ensembles, il peut appartenir à E. Mais s'il appartient à E, le résultat est dans E. Le Q ici, il est dans E. Si les WI appartiennent à E. Mais si les WI appartiennent à F, mais le Q appartient à F. Et les alpha I appartiennent toujours à K. Les alpha I appartiennent toujours à K. Et cette somme-là, ben c'est quoi? Ben ça dépend. Si les WI appartiennent à E, ben ce sont la loi plus. Ceci constitue la loi plus de E. Voilà. Mais si les WI appartiennent à F, WI étant une famille, hein, parce qu'il est indicé ici. Si les WI appartiennent à F, ben le Q appartiendra à F, et ça c'est la somme qui est avec l'ensemble des T, les plus 2 de F. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Et donc, comment faire transparaître d'une application de E vers F cette nature de combinaison linéaire de E vers F? Comment faire interpréter cette nature? Donc là, on a bien une relation, on a bien un morphisme qui relie, on a bien des objets qui sont reliés entre eux. Alors, ça permet de les comparer et même d'établir des relations. Hein. On peut écrire des relations au travers des combinaisons linéaires. Voilà. Donc derrière ceci, bon, on a bien une relation entre E et F, bien sûr, E d'un champ K plus fois, bien sûr, sur un espace vectoriel sur un champ K plus fois, F, un espace vectoriel sur le champ K plus fois, et pour l'instant, c'est juste qu'on sait qu'on a une application symbolisée par le symbole T. On a une application entre l'ensemble E et F. La qualité de cette application, bon, elle peut être injective, surjective, bijective, peu importe. Donc on a un morphisme, on a une application, on a du concret, on a des objets avec des liens. Mais maintenant,
c'est de faire transparaître justement cette notion de combinaison linéaire qu'on utilise en algèbre linéaire. C'est de faire transparaître cette combinaison linéaire qu'on utilise dans les applications linéaires. C'est de faire transparaître cette application linéaire dans les applications linéaires, en algèbre linéaire, dans les matrices, voilà, dans les espaces vectoriels, etc. Parce qu'en algèbre linéaire, on joue avec des combinaisons linéaires. Si vous résolvez un système d'équations, il y a des combinaisons linéaires. Si vous jouez avec des matrices, ben vous allez jouer avec des combinaisons linéaires. La combinaison linéaire est, on va dire, l'élément clé de l'algèbre linéaire. Alors, comment faire transparaître au travers de deux ensembles pour lesquels il y a une application, une liaison entre les deux ensembles, comment faire transparaître le fait qu'il y ait possibilité d'avoir le respect de cette combinaison linéaire, quels que soient les éléments de E et quels que soient les éléments de F. Voilà. Et donc, il faut définir des critères. Et ces critères-là, bien sûr, pour faire transparaître cette combinaison linéaire, ben, une combinaison linéaire, déjà, à sa base, de quoi est-elle constituée? Ben, on a vu, elle est constituée de sommes. On le sait bien. Attention à ce symbole-là. Hein. Je dis que ça peut être une somme de t plus 1 ou une somme de t plus 2. C'est la somme de E ou c'est la somme de F. Hein. Voilà, c'est la somme de E ou somme de F. Attention à ce sigma. Hein. C'est pas la somme de deux éléments. On ne fait pas alpha plus bêta. Hein. C'est pas deux éléments. C'est pas des éléments de K qu'on additionne. Hein. On ne fait pas alpha plus bêta. Si je fais alpha plus bêta, ça c'est la loi plus de K. Alpha plus bêta. Voilà. Voilà, et alpha plus bêta, on a un champ. Et dans un champ, c'est un anneau. Et c'est un anneau, c'est un groupe abélien. Si c'est un groupe abélien, ben, déjà à l'intérieur, on a un code de composition interne, qui est déjà en soi une application. C'est-à-dire que si je fais alpha plus bêta, ben, ça fait un résultat unique. On n'a pas de résultat. Hein. À une valeur alpha plus une valeur bêta, mais j'ai une valeur unique, c'est bien une application. Hein. Bien une application. Hein. Quand vous faites 2 plus 3, 2 plus 3 ça fait 5, hein, ça fait pas 7. Et ça donne pas 7 et 5 en même temps. Hein. Voilà, on n'a qu'un seul lien. 2 plus 3 ça fait 5. On ne trouvera jamais 2 plus 3 ça fait 5 ou 7 ou 9 ou 10. Non, 2 plus 3 ça fait 5, c'est bien une application. On a bien un lien direct d'une valeur à une autre valeur. Alors, si je fais 7, regardez une application comment elle peut être. Hein. 2. Si je fais 2 plus 3, 2 plus 3 ça fait 5. Mais il n'y a pas que 2 plus 3 qui peut faire 5. Mais en tout cas, 2 plus 3 ne donne que 5. Voilà. Si je prends 2 et 3, je fais une addition, 2 plus 3 ça fait 5. Le résultat ça fait 5. Maintenant, qu'est-ce qui peut donner 5? Ben, c'est par exemple moins 5 plus 0. Plus 0 par exemple. Moins 5 plus 0. Ça fait aussi 5. Voilà. Là j'ai une application. Hein. Moins 5 plus 0. 5 plus 0. 5 plus 0 ça fait 5. Le résultat 5 peut provenir de deux résultats. Je combine 0 plus 5 ça peut faire 5, oui. Mais c'est parce que, pourquoi 0 plus 5 fait 5 et que, est-ce que je peux avoir 5? Oui, parce qu'en fait, 2 plus 3 qui fait 5, mais c'est deux valeurs différentes. C'est 2 et 3. Donc des valeurs différentes peuvent donner 5. En sortie, des valeurs différentes peuvent donner 5. Mais que 2 plus 3 ne fera jamais 5 et 7 par exemple. Ne fera jamais 5 et en même temps 7. C'est parce que derrière tout ça, c'est une application. On a affaire à une application. Le résultat, je veux dire, il est unique. Le résultat que vous allez obtenir, il est unique. Il n'y a pas 36 000 résultats. C'est ça qu'on, dans la définition d'application, c'est ça. C'est que quand vous faites des opérations, se cache, je veux dire, une unicité du résultat.
Un résultat n'est pas... on n'a pas un résultat qui vaut une fois 3, une fois 4, une fois 5, sinon les mathématiques ne rimeraient plus à rien du tout, parce que les mathématiques, justement, c'est basé sur ça, c'est basé sur un résultat unique. Et plus que ça, puisque c'est une loi de composition interne et partout définie, puisque c'est un groupe, ce sont tous des groupes commutatifs, ici F et K, ça veut dire que quand vous allez faire des opérations, mais ça aura toujours lieu, quelle que soit la valeur X, valeur alpha, bêta, par exemple si je suis dans l'espace K, si je suis ici dans K, quel que soit si je prends une valeur de K et une deuxième valeur de K, mais j'aurai toujours un résultat. Et il sera unique. On a bien l'esprit caché derrière d'application. Idem pour les vecteurs. Si je prends un vecteur U1 et U2, si je fais la somme U1, T1, U2, mais le résultat il est unique. Et aura toujours un résultat. Voilà. Par exemple, je ferai un exemple. Si je prends de dimension, un vecteur U1 qui est de dimension 3, ben ça fait 2 plus 3, 5. Voilà. 3 plus 1, 4, 1 plus 2, 3. Voilà. On additionne juste des nombres. Et comme le vecteur est composé de... On est sur un champ K composé de nombres, ben quand vous allez traiter des nombres, ben fatalement, vous avez un résultat unique ici. Hein. Et là, vous aurez un résultat unique. Voilà, et là, vous aurez un résultat unique. Si vous avez un résultat unique ici, ici, ben fatalement, le vecteur que vous allez trouver W, voilà, le vecteur W à 3 dimensions est unique. Alors, quand on a 3 dimensions, on peut se retrouver on est par exemple dans l'espace à 3 dimensions. Donc, dans l'espace à 3 dimensions, ben, vous avez un vecteur à 3 dimensions. On peut faire ceci. On joue avec des vecteurs à 3 dimensions. Hein. C'est les vecteurs de l'espace. La géométrie euclidienne de l'espace, voilà, en 3D. Et si vous jouez avec 2 dimensions, ben, on est en géométrie euclidienne dans le plan. Géométrie euclidienne dans le plan. Voilà, là je joue avec une composante x et y dans le plan. Je fais l'addition de 2 vecteurs, U1 et U2, qui va me donner le vecteur W. Voilà. Donc vous voyez que la géométrie vectorielle n'est que, je veux dire, un cas particulier de la, voilà, d'un espace vectoriel de dimension n. Sa dimension est connue. Si je travaille dans le plan, ben, c'est un espace vectoriel de dimension 2. C'est un cas particulier de, voilà, d'un espace vectoriel de dimension n. Et la dimension 3, c'est un cas particulier de la dimension n. C'est un cas particulier. C'est que n vaut 3. Mais quand on peut avoir des vecteurs à n dimensions, c'est-à-dire si je suis à 4 dimensions, j'ai 4 éléments dedans. 5 dimensions, 5 éléments dedans. 6 dimensions, 6 éléments dedans. Mais si vous additionnez un élément de 6 dimensions, il ne sera qu'additionnable qu'avec un élément de dimension 6. Et le résultat sera dans la dimension 6. On a un respect, bien sûr, de, voilà, de la dimension. La dimension est respectée. Hein. En fait, voilà, on a un respect de la dimension. On ne peut pas ajouter des poires et des pommes comme ça. Bon, on traitait des poires et des poires, des pommes et des pommes, mais voilà. On ne fait pas des mélanges de tout et n'importe quoi. Bon, c'est ça que ça veut dire, application, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez faire agir des opérateurs. Voilà, si vous additionnez des vecteurs, c'est la loi T1+. T1+, si vous faites agir avec un scalaire, ben, ce sera alpha avec un vecteur, T1 avec, par exemple, bêta avec un vecteur de E. Et là, vous avez ce qu'on appelle une combinaison linéaire parce qu'on a un produit de somme. Produit de somme. Alors, donc ici, on va faire interagir, faire ressortir un petit peu, jaillir la notion de combinaison linéaire, mais d'une certaine façon. Et c'est ça. Donc on sait bien qu'on a une application. Quand est-ce qu'elle est dite linéaire? Mais quand on sous-jacent fait intervenir la notion de comment on appelle ça, de combinaison linéaire. Alors,
on aura, si je prends un vecteur U, mais de quoi? Mais de E. Parce que c'est une application de E vers F. Hein. On va aller de E vers F. Donc je vais prendre U appartenant à E. V appartenant à E. Voilà. Alors, si je prends U et V appartenant à E, et que je fais agir bien sûr l'opérateur d'addition de E, donc j'ai U et V. Voilà. Si je fais cette application, je vais me retrouver avec un élément, je serai dans F. Voilà, l'application de T, voilà, je serai dans F. Voilà, je serai dans F. Logiquement, je serai dans F. Voilà, et si j'ai l'application de U, là je suis dans F. Ceci s'appartient à E, et ceci appartient à F. Le U appartient à E, mais l'application appartient à F. Alors maintenant, je vais prendre le T plus de celui-là. Puisque T de U appartient à F, c'est cette somme-là qui va intervenir. J'aurai T, application, ça c'est application. Hein. Ben, d'ailleurs, l'application, je vais mettre en vert, hein, pour pas dire c'est le symbole d'application. Donc, pour pas confondre, parce que c'est vrai qu'on risque de confondre les T de somme et les T d'application. Je vais mettre T, voilà, ici on a une application, c'est le symbole de l'application. Là, je fais agir l'application de TU plus V, c'est l'application de TU plus l'application de V. Voilà. Celui-ci, il appartient à E. Et celui-là appartient à F. Bon, est-ce qu'on a une application linéaire? Ouais. On a un respect ici de l'addition vectorielle. Voilà, on sent l'addition vectorielle qui est respectée. Alors, on a voilà, une espèce de... voilà, l'addition vectorielle est respectée au niveau de l'application linéaire. Donc, ça respecte ici, dans cette application linéaire, l'addition des vecteurs est respectée. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que l'addition des vecteurs est respectée. Voilà. Mais est-ce qu'on a une application linéaire pour autant? Non. Ça, c'est le critère numéro 1.
voyons voir le critère numéro 2. Bien sûr, là, j'ai mélangé deux vecteurs de E. Deux vecteurs de E. Mais n'oubliez pas qu'en sous-jacent, ben, on a un espace vectoriel E sur le champ K plus fois. Ici, on a un espace vectoriel F sur le champ K plus fois. C'est sur le même champ. C'est sur le même champ. On a tous les deux des espaces vectoriels sur le même champ. Maintenant, on va regarder si on a le respect, ça c'est le respect de l'addition vectorielle, si on a le respect de la multiplication scalaire. Est-ce qu'on a le respect de la multiplication scalaire dans ces espaces vectoriels? Voyons voir. C'est le critère numéro 2. Donc, je vais prendre un nombre alpha qui appartient bien sûr à K, qui est l'ensemble, qui est le champ, K plus fois. Et ça, quel que soit le... Ça doit marcher pour... Oui, j'ai oublié de vous dire ici. Ça doit marcher quel que soit U. Hein. Quand je marque U et V, c'est quel que soit le vecteur que vous allez prendre. Ça doit toujours marcher. Hein. Ça doit être toujours vrai. Voilà, parce que si ça marche pour l'un et ça marche pas pour l'autre, et là, ça doit toujours être vrai. C'est que, bon, pour tout, toute valeur de U, pour tout vecteur pour tout vecteur U appartenant à E, pour tout vecteur V appartenant à E. Donc ça marche, quel que soit le vecteur, il n'y en a pas un qui ne marche pas. Même le neutre de E, ça va marcher. Ça va marcher pour tout. Voilà. Alors, voyons voir le deuxième critère, c'est-à-dire que est-ce que la multiplication scalaire est respectée. Donc, le 2, critère numéro 2, on sous-entend ici la notion, de somme. Somme de vecteurs, tout comme on a dans les combinaisons, je vous ai dit des sommes de vecteurs. Dans les combinaisons linéaires, on a des sommes de vecteurs. Parce que quand on marque alpha 1, si j'écris alpha i wi, mais alpha i wi, mais c'est déjà un vecteur. Wi est un vecteur, alpha i un scalaire, alpha i fois w un vecteur. Et la somme de vecteurs donne un vecteur. Donc ici, c'est une somme quelque part vectorielle qui est respectée. La somme vectorielle est respectée. Voilà. Alors maintenant, venons à ceci. Est-ce que le produit avec un vecteur est respecté? Alpha appartenant à K, quel que soit, ça doit marcher pour tout, U appartenant à E, voilà. Eh bien, si je fais alpha fois U appartient à quoi? Mais U appartient à E. U appartient à E. U, il appartient à E. Le alpha, je les mets en couleur. J'essaie de respecter les couleurs, c'est ça qu'il y a. Bon, le alpha, là, il n'y a pas d'alpha, donc fatalement, je n'ai pas de couleur pour le alpha. Donc ici, je vais attribuer en bleu, je vais mettre en bleu. Alpha appartient à K. Alpha U appartenant, c'est un vecteur. Je vous l'ai dit, quand vous faites alpha fois E, ça fait un vecteur. Bon, maintenant, je fais agir l'opérateur, ceci, l'application. Si je fais agir l'application, ouais, l'application c'est en vert. Voilà. Si je fais agir l'application, mais l'application va obtenir un résultat dans F. Voilà. Bon, alors là, est-ce que j'ai mis l'égalité? Oui. Si on a ceci, U qui appartient à E,
Ici, je me suis trompé. Hein. Oui, ça appartient à... Ça, c'est bon. Ça appartient à E. Oui. Et j'ai oublié de vous dire que, fatalement, l'application appartient à F. Si vous faites l'application d'un élément de E, vous allez obtenir un élément de F. U appartient à E. Si vous faites l'application de U, mais vous allez avoir un élément de F. Ici, j'ai déjà un élément de F. Ici, j'ai un élément de F. Si je multiplie par un scalaire extérieur, on sait bien qu'un scalaire fois un vecteur, parce que c'est un espace vectoriel, hein, de F sur le champ K plus fois. On sait bien que le résultat, un scalaire fois un vecteur de F, ça donne un vecteur de F. Donc ici, on a F. Donc ceci, c'est un élément qui appartient à F. Et si on a l'égalité entre les deux, eh bien, le critère numéro 2 est... on a le critère numéro 2 qui est, on va dire, qui est satisfait. Voilà. Si vous avez ceci, c'est le critère numéro 2 qui est satisfait. Si vous avez ceci, c'est le critère numéro 1 qui est satisfait. Donc ça, c'est le critère numéro 1. On sent la notion de somme vectorielle. Et ici, on sent la notion de produit d'un vecteur produit on sent la notion de produit d'un vecteur avec un scalaire. Donc on sent ici la notion de produit d'un vecteur avec un scalaire. Tiens. Produit d'un vecteur avec un scalaire, ça vous rappelle rien? Bien, ça vous rappelle ceci, alpha WI. Voilà, ce sont les alpha WI dans la combinaison linéaire. Les alpha I, WI sont des produits d'un vecteur avec un scalaire. Et ça, c'est le critère 2, mais le critère 1. Le critère 1, mais c'est la somme de vecteurs. Et les alpha WI donnaient quoi? Ben, donnaient des vecteurs. Donnaient des vecteurs. Et donc, on a ici une somme vectorielle. Attention à cette somme-là. Hein. Dans quel ensemble vous êtes? Si vous êtes dans E ou dans F. Voilà. Et donc, on a cette notion de somme vectorielle et de produit d'un vecteur avec un scalaire. Et ça fait référence à... derrière tout ça se cache la référence de notion de combinaison linéaire. Mais, combinaison linéaire au travers de deux ensembles. Deux espaces vectoriels. Je dirais trois ensembles, mais deux espaces vectoriels sur un ensemble K. Donc ici, ça veut dire que on a deux espaces vectoriels, on joue avec deux espaces vectoriels. Par exemple, d'un côté, je joue avec une matrice, et là, je joue par exemple avec un vecteur U à 3 dimensions. Par exemple. Par exemple, c'est un exemple. Donc, vous voyez que E et F sont différents. Je joue avec des matrices ici, et là, je joue avec un autre ensemble qui est des vecteurs à 3 dimensions. Alors que là, bon, j'ai des lignes et des colonnes. J'ai une matrice avec des lignes et des colonnes. Et là, j'ai un vecteur qui correspond, je veux dire, à une écriture linéaire, hein, comme je vous ai fait tout à l'heure. Je peux avoir U qui vaut 1, 2, 3, voilà, par exemple.
Et là, je joue avec une matrice A. Là, je suis avec un espace vectoriel sur le champ Kn fois n. Alors que là, je suis sur un espace vectoriel de Kn. Kn où n vaut 3 ici. Hein. J'ai pris 3 éléments. J'ai pris 3 éléments. Par exemple, je prends 1, 4, 5. Voilà, si j'avais pris 5 éléments, ben, je suis dans K5. K5. K parce que j'ai pris des réels. Voilà, 5 parce que c'est de dimension 5. Et là-bas, je prendrai une matrice. Je joue avec une matrice et un vecteur. Je joue avec une matrice et un vecteur. Mais maintenant, attention à ceci. Attention. Bon, avant de parler d'autre chose, quand on a les deux critères, il faut absolument les deux critères. Quand on a les deux critères, on a ce qu'on appelle une application linéaire. On peut appeler ça des opérateurs linéaires ou encore une transformation linéaire. On a une transformation linéaire. Je peux avoir une matrice ici et un vecteur ici, hein, peu importe. Je fais une transformation linéaire, pour autant que ça conserve les combinaisons linéaires. S'il y a une conservation du respect des combinaisons linéaires, il n'y a pas de problème. Il s'agit d'une transformation linéaire ou d'un opérateur linéaire. Je pourrais même dire une opération linéaire. Hein. Si c'est une transformation, c'est une opération aussi linéaire. Voilà. On a fait une opération, une transformation linéaire. Mais si elle respecte tout ça, on a affaire à une application linéaire. Donc on a bien deux espaces vectoriels. Deux espaces vectoriels sur le champ K. Maintenant, attention, je peux avoir deux modules sur un anneau. Je ne suis pas obligé d'avoir un champ, je peux avoir un anneau. Voilà, mais là, à ce moment, ça doit être des modules. Je peux avoir deux espaces vectoriels sur un champ, mais je peux avoir deux modules sur un anneau. Un anneau qui est plus restreint que le champ, parce que voilà, le champ, c'est un corps commutatif. Et pour que ce soit un corps commutatif, il faut d'abord à la base qu'il soit un anneau. Donc l'anneau est moins fourni en critères que le champ. Donc on réduit les critères, on a un anneau. Voilà. Et là, à la place d'avoir des espaces vectoriels, on peut avoir des modules. Voilà. Et tout ça se cache la notion du moment que ça respecte les combinaisons linéaires, il n'y a pas de problème. Vous avez affaire à des applications linéaires. Pour autant qu'on a le respect de ces deux critères-là. Alors, maintenant, j'en terminerai pour cette vidéo. Maintenant, supposons ici, je vous ai pris le cas d'une matrice et d'un vecteur. Je joue avec une matrice ici, hein, et là, j'ai un vecteur. Maintenant, supposons que je joue avec des vecteurs et des vecteurs. Voilà, j'ai des vecteurs et des vecteurs ici, ou des matrices et des matrices ici. Ben à ce moment-là, vous travaillerez avec les mêmes éléments, avec les mêmes objets. Si vous travaillez avec les mêmes objets, j'aurai une application de E fois E. Alors à ce moment-là, le morphisme, j'ai une application d'un ensemble sur lui-même. J'ai une application d'un ensemble sur lui-même. Et donc là, à ce moment-là, on parlera d'endomorphisme. Voilà, on aura un endomorphisme. L'application linéaire se fera sur sur une structure qui sera un endomorphisme, parce qu'on joue avec des éléments qui sont semblables, provenant de E, et il va donner des résultats dans ce même ensemble. Donc, voilà, on a un résultat qui va être, je veux dire, on va jouer on va jouer avec un ensemble E, si vous voulez. On ne jouera qu'avec un ensemble E. Quelque part, c'est ça. On ne jouera qu'avec un seul ensemble. Et le résultat sera dans E. Voilà. Mais généralement, l'application linéaire, on distingue bien les choses. On a un ensemble E, F. Oui, on peut avoir un endomorphisme. Ben, on va jouer avec un seul ensemble E, c'est pas un problème. Voilà. Je vous remercie.